Voici le Vision Pro. 8 caméras externes, la puissance de la puce M2 acclamée, 4 caméras internes pour le suivi des yeux, 2 écrans micro OLED équivalent 4,5K, des haut-parleurs de haute qualité, et malgré tout ça, j'ai pas vraiment l'impression qu'Apple veut que vous l'achetiez. Apple, moi je les vois vraiment comme ces génies du marketing. Ils arrivent toujours à nous vendre la nouveauté, même si elle a déjà été vue ailleurs, comme un argument de poids pour leurs produits. Mais là, après quelques temps, la stratégie prend pas, et j'ai pas l'impression qu'ils en aient vraiment envie. Déjà, le produit n'est vendu qu'aux USA à 3500 $. Il n'y a pas vraiment d'application ou de jeu révolutionnaire ou alors d'usage blockbuster comme on peut le voir dans les démos de chez Meta. Apple s'est concentré sur des petites révolutions que peu de personnes sont capables de remarquer, à part quelqu'un comme moi, passionné de la tech et de VR. Et ces révolutions, qu'on soit clair, elles ne représenteront pas d'argument de poids pour l'achat auprès du grand public. Bon, le Vision Pro est extrêmement bien construit, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de sacrés problèmes ergonomiques. Il est super solide et bourré de technologie, et c'est peut-être ça qui le rend pas si agréable à l'utilisation. On a donc 600 grammes qui nous pendent au bout du visage, et même si Apple a fait des efforts sur ses sangles parce qu'elles sont très jolies et ajustables, il n'y a aucun moment où on oublie le poids du casque, à moins de s'allonger ou de fabriquer ce petit truc DIY que j'ai trouvé et que les Américains s'arrachent. Pulley system with a bottle of water to take off the weight. It does feel a lot lighter on my face. Pour être vraiment honnête, je n'ai jamais réussi à porter ce casque plus d'1 heure d'affilée sans ressentir de gêne intense. Ça commence par la nuque, ensuite ça se dirige vers les pommettes ou le front selon la forme du visage, et sans parler du fait qu'on a vite très chaud. J'imagine d'ailleurs que le lancement d'un tel produit en hiver, c'est pas anodin. Je m'imagine pas une seule seconde mettre ce casque en pleine canicule comme elle s'annonce à travers le monde cet été. Je pense qu'Apple, ils avaient anticipé ça. Faut mieux faire les tests l'hiver. Un autre élément qui doit pas aider au poids du casque, eh bien c'est qu'en plus des 2 écrans qu'on a à l'intérieur du casque pour regarder des contenus, il y a un écran à l'extérieur du Vision Pro pour afficher notre regard. Et c'est mauvais. Alors l'idée n'est pas mauvaise. Permettre le eye contact avec les moldus quand on porte le Vision Pro, c'est pas bête. Comme on dit, les yeux sont la fenêtre sur notre âme. Et là, bon, c'est la fenêtre sur un écran 240p, très peu lumineux, avec une multitude de couches polarisantes, un revêtement extrêmement brillant, ce qui rend difficile pour les autres de voir mon regard s'ils ne se tiennent pas pile poil en face du Vision Pro, pour peu qu'il n'y ait pas les vieilles traces de doigts sur le casque. Bref, sur cette partie, c'est raté. Et est-ce qu'on en parle de cette batterie déportée? Avec l'Oculus Quest, Meta a popularisé le casque VR sans fil et avec batterie intégrée. Et quand on a découvert le Vision Pro avec sa batterie câblée qui traîne dans la poche de l'utilisateur, on a été beaucoup à crier au scandale. En vrai, c'est pas vraiment un problème. Le Vision Pro, c'est pas un produit gaming et l'utilisation se fait plutôt assise. Donc la batterie et le câble se font vite oublier. Et c'est même plutôt pratique pour mettre le Vision Pro sur secteur. Pas besoin de tirer un câble jusqu'au casque. D'ailleurs, l'autonomie de ce casque n'est pas si mauvaise. Apple annonçait 2 heures, mais là, pour écrire le script de ce test, eh bien, le Vision Pro a tenu 3 heures. C'est pas mal. Là où on reconnaît bien Apple, c'est qu'ils ne permettent pas d'étendre l'autonomie de son casque avec une autre batterie. Assez naïvement, vu qu'Apple était passé à l'USB-C pour leurs iPhones, leurs MacBooks, leurs AirPods, je me disais, on va avoir de l'USB-C sur le Vision Pro. Eh ben, c'est pire que ce que je pensais. On a un câble doublement propriétaire. D'un côté, on a ce rond qui permet de connecter au Vision Pro. Bon allez, pourquoi pas. Mais de l'autre côté, pour aller sur la batterie, on a un Lightning modifié, un peu mutant, plus épais que l'original, introuvable sur marché quoi. Moi qui pensais pouvoir étendre la batterie de mon Vision Pro en branchant mes batteries externes surpuissantes en déplacement, eh ben c'est foutu. Merci Apple. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de faire une chaîne de batterie en branchant cette batterie sur une autre batterie. D'ailleurs, j'ai peut-être une idée un peu farfelue à proposer aux ingénieurs d'Apple. Pourquoi ne pas déporter l'intelligence du casque dans cette batterie? On met la puce ici, ça permet d'alléger ici le casque et de déporter la chauffe ici. Pourquoi pas? Non. Bon, plutôt que de vous décrire de manière linéaire l'expérience que j'ai eue avec le Vision Pro, je vais répondre à 2-3 contre-vérités.
Le Vision Pro est fait de verre et de métal. Alors oui, mais aussi de plastique. Sur internet, on peut voir plusieurs utilisateurs américains qui ont rayé le revêtement plastique à l'avant du produit. En fait, cette protection contient une fine couche de verre puisqu'elle peut être brisée, mais elle est entourée intégralement de plastique, ce qui fait que c'est hautement rayable. En fait, il faudrait voir comment ça évolue dans le temps. Et quand je parle du temps, c'est le temps long. Parce que les caméras se trouvent sous la protection, et si elles venaient à être rayées, je suppose que l'utilisation complète du produit pourrait être dégradée. D'ailleurs, on retrouve exactement le même type de revêtement à l'intérieur sur les lentilles, donc faites très attention. Apple a utilisé les caméras de l'iPhone dans le Vision Pro. Et non, on pourrait trouver ça étonnant, parce que le Vision Pro est plus gros que l'iPhone et coûte son triple, mais c'est pas le cas. Quand les caméras de l'iPhone montent à 50 mégapixels, celles du Vision Pro, elles, sont à 6,5 mégapixels. Et ça se sent. Je vous montre actuellement quelques photos prises avec l'iPhone et le Vision Pro. Je vous fais pas de schéma pour vous dire lequel est lequel. On peut se le dire, le Vision Pro n'est pas une bonne caméra. Et pourtant, le format est intéressant. En tant que geek, je kifferais pouvoir mettre ce genre de produit dans le futur, prendre des photos hyper quali dans le monde réel et immédiatement m'immerger dans un monde virtuel pour pouvoir les retoucher sur le logiciel professionnel que j'affectionne. Là, clairement, les caméras ne sont pas là pour ça. Elles servent à vous montrer le monde dans lequel vous êtes avec le mode pass-through. C'est de l'anglais. Can you speak in English? Fuck you. Et c'est assez saisissant. La reproduction 3D du monde dans lequel je suis est quasi parfaite en perspective. C'est-à-dire que je peux interagir avec tous les éléments de la vraie vie sans jamais me louper, à une exception près, boire à la paille. Ça, c'est impossible. Et je me suis bien marré à créer un paille challenge dans mes bureaux et c'était hilarant de voir mes collègues tous se louper à boire à la paille avec le Vision Pro. Et c'est là qu'on touche à la limite de ce qui nous sépare entre nos yeux et les caméras, puisque notre point de vue réel est légèrement en arrière que celui du casque, donc on loupe notre bouche. Au-delà de la perspective, les 6,5 mégapixels font un bon job. On sent qu'on a encore une belle marge de progression, surtout en basse luminosité. À titre comparatif, le MetaQuest 3, lui, embarque des caméras de 4 mégapixels. Bon, on voit clairement la différence avec le 6,5 mégapixels d'Apple. Ça fait un super job sur le Vision Pro. Mais bon, cela a un prix, puisque le Vision Pro coûte quand même 3000 $ de plus que le MetaQuest 3. Par exemple, sur le Vision Pro, l'image est assez difficile pour que je puisse lire le texte sur mon smartphone, avec un petit peu de peine, mais ça se fait, alors que sur le MetaQuest 3, on est sur quelque chose d'assez impossible. Mais vous inquiétez pas, un peu plus tard dans la vidéo, je vous parlerai plus en profondeur du MetaQuest 3, puisque clairement, c'est un bon rival à 3000 $ de moins. On peut travailler avec des écrans immenses et plein de fenêtres autour de soi. Alors là, c'est la séquence Doliprane, donc accrochez-vous, parce que je vais vous expliquer en quoi tout ceci est faux, impossible ou pas pratique du tout. Regardez, quand j'ai une fenêtre de travail devant moi, là par exemple elle est extrêmement proche, je peux la contrôler de mon doigt pour vous prouver voilà, qu'elle est extrêmement proche de moi. Si je veux l'éloigner, je la prends avec la petite barre sous la fenêtre et je l'éloigne de moi et là actuellement, regardez, je vais marcher, elle se trouve assez loin de moi physiquement. Et regardez, je vais refaire le mouvement, je vais approcher, éloigner la fenêtre, approcher, et éloigner la fenêtre. Et vous remarquez que sur le screen rec que vous voyez là en 2D, la fenêtre en réalité ne prend pas plus d'espace sur la vidéo si elle est proche ou si elle est loin. Et pourtant quand je vois cette séquence à travers le Vision Pro, cette fenêtre me semble réellement plus loin et plus grande. Mais en fait tout ça c'est lié à un effet de 3D. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'Apple a identifié la principale limite du produit qui est le champ de vision angulaire. On appelle ça aussi le FOV quand on fait du gaming par exemple. Quand on voit la vie à travers ce Vision Pro, on a l'impression de la regarder à travers des jumelles. En gros, nos yeux humains ont une vision approximative de 180 degrés. Et ici, les écrans et les lentilles du Vision Pro ne permettent pas de reproduire cette vision périphérique qu'on a et se contentent de recréer une vision d'à peu près 100 degrés, plus ou moins. Apple n'a évidemment pas communiqué sur ces informations-là, ce sont des calculs faits par des savants de l'internet. Et ça se vérifie assez facilement puisque l'angle de vision est très frontal. Dans la vraie vie, si on se trouve au cinéma face à un écran immense, nos yeux vont balader l'écran pour pouvoir regarder les différentes informations. Dans le Vision Pro, si je veux réellement un écran immense qui occupera mon champ de vision, eh bien il faudra non seulement que mes yeux baladent l'écran,
mais aussi que ma tête s'oriente pour permettre à l'angle de vision restreint du Vision Pro de pouvoir voir les différents coins. Et avec 600 grammes au bout du visage, c'est précisément ces micro-mouvements qui ont rendu l'expérience assez désagréable lorsque j'utilisais des écrans immenses dans le Vision Pro. Et donc c'est pour cette raison que le Vision Pro ne permet pas d'utiliser des écrans immenses pour travailler. En réalité, c'est un effet de 3D, l'écran occupe le même espace, qu'il soit loin ou près dans votre champ de vision. Et donc mettre l'écran très loin et très grand ne permet pas de mieux voir un détail, ce sur quoi je travaille. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, là j'ai des écrans 27 pouces sur lesquels je travaille au quotidien, et bien dans le Vision Pro, je m'immergeais dans mon monde virtuel, je remettais mes écrans les plus grands possibles par rapport au champ de vision pour pas avoir à tourner la tête, et en fait, en enlevant le monde virtuel, j'ai remarqué que la fenêtre dans le Vision Pro était pas beaucoup plus grande que mon écran 27 pouces, je parle en termes d'occupation de l'espace. Dommage parce qu'au final, avec tous les petits inconforts que présente le Vision Pro, j'avais tendance à enlever le Vision Pro pour profiter de mes vrais écrans. Donc ce genre de produit, oui, en déplacement quand on n'est pas sur son lieu de travail ou quand on n'a pas d'écran secondaire, mais sinon, si vous avez déjà un setup, non. Le Vision Pro est le premier ordinateur spatial. Alors, on va pas se mentir, Apple s'est un peu beaucoup avancé en marketant ce produit de cette manière. Le Vision Pro n'a pas grand-chose d'un ordinateur. Je vais même aller plus loin, il ne propose même pas d'usage qui lui est propre. Pour le moment, Apple classe ses apps en deux catégories, les applications Vision Pro et les applications compatibles. Vous vous doutez bien, les applications Vision Pro sont en quantité extrêmement limitée pour le moment. C'est le début de l'exploitation du produit, même après 2 mois, et on note quand même qu'il manque des essentiels comme YouTube, Netflix ou Spotify. Et pour le moment, de toutes les applications dédiées au Vision Pro que j'ai pu télécharger, aucune n'a réellement retenu mon attention, passé l'effet démo. En réalité, les applications les plus intéressantes et pratiques sont celles qui se trouvent dans les apps compatibles. En fait, c'est une partie du catalogue iPad qui a été ouvert sur le Vision Pro. Je dis bien une partie parce que mes essentiels comme YouTube, Netflix ou Spotify n'y sont toujours pas portés, et ça c'est une bonne idée de la part d'Apple, mais ça nous éloigne d'une utilisation PC. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la définition de l'ordinateur selon Apple? Parce qu'à part l'iPhone, eh bien la plupart de leurs produits sont définis comme ordinateur ou remplaçant de l'ordinateur. Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a réellement fait la bascule entre un PC et une tablette. Pour preuve, j'avais été l'un des premiers acheteurs de l'iPad Pro 12,9 pouces quand ils avaient annoncé la suite Adobe avec Photoshop, etc. qu'allait arriver sur ces produits. C'est ça qui me semblait être une révolution. Et résultat, 5 ans plus tard, la promesse n'est pas vraiment tenue. L'iPad est un objet de consultation, d'internet, des mails, de divertissement, etc., etc. Eh bien, le Vision Pro prend exactement le même chemin. Ça se voit déjà à la mise en route. On ne peut pas créer de session sur le Vision Pro, comme sur un iPad. Pour un produit à ce prix-là, ne pas pouvoir le partager à un autre utilisateur, ça l'éloigne de l'ordinateur. Autre preuve, pour travailler sur le Vision Pro, il faudra connecter son MacBook pour pouvoir ouvrir ses logiciels pro. On pourra donc streamer l'écran de son MacBook dans les écrans du Vision Pro, et je l'ai bien dit au singulier car on ne peut streamer qu'un seul écran. On ne peut pas faire de double ou triple écran, comme les professionnels le font sur leur bureau avec des doubles ou des triples écrans. En plus de ça, l'écran partagé du MacBook n'est vraiment rien qu'un stream. Il n'y a aucune interaction possible, sauf quand on utilise le trackpad et le clavier du MacBook. On peut rien faire avec le Vision Pro. Et attention, ne comptez pas utiliser les environnements virtuels proposés par Apple qui sont très agréables pour travailler sur votre MacBook Pro. Non, parce que le clavier et le trackpad ne sont pas détourés par le Vision Pro, donc on perd toute notion d'espace et ça devient impossible de travailler dans ces conditions. Je me dis quand même que si vous avez le budget d'investir dans un casque comme celui-ci, alors vous aurez le budget d'investir dans un setup double écran avec ordinateur surpuissant sans souci. Donc en fait là, le positionnement du casque me pose problème. Suffit de voir la facture d'un setup MacBook plus Vision Pro, on tourne autour des 6 000 €. Sans compter les AirPods qui sont obligatoires pour pouvoir entendre le son de son Mac à travers le Vision Pro, car l'image n'est pas castée avec le son dans le Vision Pro. Et je parle bien des tout derniers AirPods Pro, puisque ce sont les seuls à avoir une puce compatible Vision Pro pour pouvoir profiter de la spatialisation proposée par le casque. Bref, le Vision Pro, c'est plus un appareil de consultation qu'un ordinateur, et Apple, en étant conscient, a rendu possible que le Vision Pro devienne un moniteur pour son MacBook. Est-ce que ça en fait un ordinateur? Je suis pas sûr. La détection du regard est incroyable.
Alors oui, la technologie, elle est bluffante. Quand je regarde un élément, il se met en surbrillance et si je tape mon index et mon doigt, qu'il soit devant moi ou le long de mon corps, les caméras, les capteurs de regard et le Vision Pro comprennent l'information et sélectionnent le bouton. Et là, il y a vraiment un effet waouh, surtout qu'on a une interface, on va pas se mentir, qui est absolument sublime. Les graphistes d'Apple se sont surpassés encore une fois sur ce produit. Mais vous l'avez compris, le postulat de cette vidéo, c'est d'essayer de venir critiquer ce Vision Pro qui coûte quand même, je tiens à le rappeler, 3500 $. Et finalement, cette détection du regard, je comparerais ça à un bon tour de magie. La première fois, c'est bluffant. La deuxième fois, on reste encore une fois bouche bée. Mais au bout de quelques heures, quelques jours d'utilisation, on comprend les ficelles de ce beau tour de magie et on en voit les limitations. Je m'explique. Je pense que l'humain, quand il fait une action, en réalité, il ne pense pas directement à elle, mais il pense à la suivante qui devrait arriver. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon utilisation et dans tout ce que mes collègues m'ont dit quand ils ont essayé le casque. Très souvent, sans que je le contrôle, mon regard se dirigeait vers l'opération suivante que j'avais en tête. J'avais envie un peu d'accélérer la cadence, quoi. Et ça, avant même que mes doigts aient le temps de cliquer sur l'action que je devais faire initialement. Un exemple très précis, si je regarde une vidéo ou un film, si je veux augmenter le son des haut-parleurs, eh bien il faut non seulement que je tourne la molette, mais il faut aussi que je regarde l'icône son. En fait, c'est quelque chose auquel on peut s'y faire, on apprend à le faire, mais c'est hyper désagréable, puisque une fois qu'on a regardé l'icône son et s'est mis en surbrillance, c'est bon, on a envie de continuer de regarder le film et d'ajuster le son. Non, en plus là, il faut bien garder son regard en plus dans un endroit pas du tout pratique en haut à droite et ajuster le volume du son sur la molette. C'est un peu comme si je vous obligeais à regarder le bouton volume plus et volume moins de votre télécommande lorsque vous voulez baisser le son de la télé. On fait pas comme ça. Un autre exemple, sur le Vision Pro, lorsqu'on a le clavier d'activer pour rédiger quelque chose, on peut maîtriser ce clavier-là avec la vision et en pinchant comme ça les lettres. Si jamais je fais une erreur, je vais pincher la touche delete pour enlever les caractères. Sauf que là, ça m'est souvent arrivé de vouloir regarder ce que j'étais en train d'effacer en même temps que je pinchais et en fait, tout bêtement, j'allais sélectionner le texte que j'étais en train de regarder puisque mon regard n'était plus sur la touche delete. Alors Apple, ils ont trouvé des micro-solutions à ces problèmes-là, comme mettre le texte que vous êtes en train de rédiger juste au-dessus du clavier pour doubler l'information et pas que votre regard ait à faire de longs trajets. Alors c'est efficace, mais ça ne suffit pas. J'ai quand même l'impression d'être moins productif quand je travaille avec un Vision Pro que quand je travaille avec mon ordinateur. Quand je suis sur mon ordinateur au quotidien, j'ai pour habitude de ne pas regarder le curseur de ma souris, mais plutôt de regarder sa destination. Je réfléchis à la prochaine action. Et donc c'est exactement pareil pour le clavier. Dommage. Donc je pense que là, avec ces exemples, vous avez vu, c'est pas des gros problèmes. Mais comme je vous l'ai dit, je suis là pour détailler une critique sur le long terme. Et ben voilà, ça, c'est ce genre de petits soucis qu'Apple va devoir faire progresser via des mises à jour, hein, c'est peut-être possible, mais aussi sur leur prochain produit, un Vision Pro 2 ou un Vision R peut-être, je sais pas. Et plusieurs personnes m'ont rétorqué que c'était une question d'habitude. Alors je vous l'assure, ça fait pas mal de temps que j'utilise le casque et l'habitude je l'ai prise. En l'occurrence, j'ai toujours l'impression d'être plus lent avec un Vision Pro qu'avec mon ordinateur. Le Vision Pro est facile d'utilisation. Alors là, il faut être humble et dire que oui, Apple a fait un travail monstre. Je les imagine bien en train d'acheter tous les casques VR du marché et lister toutes les barrières qui font que ces produits pourraient sembler destinés à une niche un peu geek. Sur le Vision Pro, toutes les barrières sont levées et pour être clair, c'est un peu comme aller dans un hôtel 5 étoiles quand sur les autres casques VR, on irait au camping. Quand on met le Vision Pro sur sa tête, les lentilles motorisées s'alignent sur l'écartement de vos yeux, alors que chez la concurrence, il faut le faire manuellement avec une molette ou un curseur, et c'est toujours un peu chelou de trouver sa zone de confort, on sait jamais si on y est vraiment ou pas. Chez Apple, pas de souci, c'est fait automatiquement. Quand on met le Vision Pro sur sa tête, il déclenche immédiatement toutes ses caméras et comprend l'environnement dans lequel on est, et s'il le reconnaît, il replacera les fenêtres comme elles étaient auparavant. On garde le même setup quoi qu'il arrive, qu'on soit à son bureau, dans sa chambre, dans son salon, ça ne bouge pas. Chez la concurrence et particulièrement chez Meta, il faut délimiter ce qu'on appelle un room scale, donc qui peut être stationnaire ou bien fait manuellement sur la pièce, qui nous permettra d'évoluer dans ces limites virtuelles qu'on a désignées nous-mêmes. Le but c'est de ne pas se prendre de mur dans la tronche, mais c'est vrai que quand on utilise le Vision Pro
Pro et qu'on a l'habitude de gagner cette petite minute dès qu'on utilise le casque, eh bien revenir sur les autres casques VR, ça ajoute un petit truc un tout petit peu pénible. Quand je mets le Vision Pro sur ma tête, je peux avoir une interaction tactile avec une fenêtre si elle est proche de moi et ça fonctionne parfaitement. C'est d'ailleurs la manière de naviguer que je préfère dans le Vision Pro. Je trouve ça plus rapide, plus pratique et je m'y retrouve un peu comme sur un grand iPad. Et franchement, il n'y a pas grand monde qu'on a parlé beaucoup de cette fonctionnalité tactile sur les fenêtres, mais je crois que c'est le truc le plus bluffant sur le Vision Pro et le plus pratique. Chez la concurrence comme Meta, on a des fonctionnalités similaires, mais ça fonctionne pas aussi bien et on a vite envie de retourner aux manettes qui sont beaucoup plus vives sur le MetaQuest, alors qu'au doigt, on va être un peu plus lent. Pas sur le Vision Pro. Bref, quand on est utilisateur de VR comme moi, ce sont des petites innovations qui sont réellement impressionnantes. Après, comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, est-ce que ce sont ces petites avancées qui va déclencher l'achat chez les gens? Je suis pas sûr. Mais il y a eu un réel travail de la part d'Apple et j'espère que tout ça va ruisseler chez la concurrence et dans des casques moins chers d'Apple. L'Apple Vision Pro a un problème et c'est bien que c'est un produit Apple justement. Je m'explique. Apple, ils sont connus pour leur écosystème fermé. Si vous avez déjà acheté un iPhone, dites-le moi dans les commentaires, mais vous avez déjà sûrement eu envie d'acheter une Apple Watch, des AirPods, un HomePod, une Apple TV, et j'en passe. Et en vrai, c'est une vraie force de proposition qu'Apple fait commercialement parlant. Ils resserrent l'interconnexion entre leurs produits au point qu'aucun autre produit ne peut vraiment entrer dans l'écosystème. Et justement, en utilisant ce casque, je me suis rendu compte que quand on est dans cet écosystème, il y a une sensation d'être comme à Disneyland. On est tous dans le même parc, ensemble, et on joue aux mêmes attractions. Si on veut s'envoyer des photos ou des fichiers, on utilise AirDrop. Pour communiquer avec ses potes ou sa famille, allez, on se fait un FaceTime ou alors je t'écris sur iMessage. Et puis si on veut se mater un bon film ou écouter de la musique, on va sur Apple TV ou Apple Music. Et tout ça fonctionne parfaitement, c'est comme se balader dans le monde de Mickey. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne te parler du parc Astérix. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, quand on essaye d'interagir avec un produit qui n'est pas Apple, ça devient vite un problème. Quand j'utilise le Vision Pro, c'est directement mes sens et ma vision, c'est dans le titre, que je confie à Apple. Et quand je recoupe avec tout ce que je viens de vous dire, eh bien je me suis posé quelques questions. Je ne peux pas non plus installer des applications tierces. Je rêverais de pouvoir installer l'Oculus Store et jouer à Beat Saber ou tous les jeux qui sont proposés par Meta sur le Vision Pro. Tiens, un autre, la connectique qui est sur le Vision Pro est une connectique propriétaire et je ne peux pas, et c'est quand même dommage pour un ordinateur, l'utiliser pour transférer quelques fichiers que ce soit. Apple nous oblige à utiliser uniquement des solutions sans fil, donc AirDrop majoritairement, pour transférer des fichiers dans le Vision Pro. Pareil, il y a le mode cinéma qui est vraiment fabuleux, on peut regarder des films dans des conditions assez spectaculaires, mais qui n'est disponible que sur Apple TV. Pourquoi ne pas donner l'accès à ce mode cinéma à tous les players qui sont pris en charge par le Vision Pro? J'ai la flemme de regarder les vidéos sur YouTube en ouvrant Safari, quoi. C'est relou. Alors vous allez peut-être me parler de Disney+, qu'on a vu un peu partout sur Internet. C'est vrai que dans l'application Disney+, les développeurs ont fait des environnements personnalisés, Star Wars, Avengers, pour regarder ces films. Mais ça, c'est à la discrétion du développeur de développer ces modes-là. Pourquoi ce mode cinéma n'est pas disponible à partir du moment où on lit une vidéo sur le Vision Pro? Il pourrait le faire. C'est juste un player. Et très clairement, quand on a ce casque sur la tête, Apple contrôle tout et nous fait comprendre que la liberté, c'est pas pour tout de suite. Et je suis sûr qu'il y aurait certains fans qui seraient capables de défendre cette position. Moi, je trouve que, en tant qu'utilisateur, si je paye 3500 $ pour un produit comme celui-ci, c'est indéfendable. C'est dommage parce que ça rend ce produit super pour des utilisateurs Apple, mais ça ne rend pas ce produit super, un point c'est tout. Contrairement à un iPhone ou à un Mac qui se suffisent à eux-mêmes et avec lesquels on peut prendre du plaisir individuellement. Et puis je peux parler aussi d'un autre problème lié à la VR en général. En fait ça isole d'avoir ça sur la tête. Même si j'ai vu beaucoup de personnes dire « Oui mais là ce n'est que le début, l'acceptation sociale va venir ». Je pense que ça viendra jamais vraiment. J'ai été l'un des premiers à acheter des écouteurs avec mode réduction de bruit et mode transparent. Et même plusieurs années après, et que je vois plein de gens les utiliser au quotidien, eh bien quand je vais à la boulangerie ou que je veux parler avec un collègue, je retire l'écouteur pour engager la discussion. Alors être entouré d'autres personnes en portant le casque, ça donne exactement cette sensation de porter des écouteurs. Mais c'est même encore pire, puisqu'en réalité, il est impossible d'avoir un eye contact à travers le Vision Pro. Même avec le mode pass-through qui fonctionne bien, les gens ne voient pas mes vrais yeux. Et tout ça m'amènerait à une question finale que vous nous avez beaucoup posée. Est-ce que le Vision Pro fait le poids face à un MetaQuest 3 par exemple?
Bah ouais, parce que ce MetaQuest 3 est plutôt accessible, il est au prix d'une PS5, alors que le Vision Pro, lui, est 7 fois plus cher. Est-ce que ce MetaQuest 3 est 7 fois moins bien, ou est-ce que le Vision Pro est 7 fois mieux? Eh ben la réponse c'est évidemment que non. Le MetaQuest, il coûte 500 $, donc positionné en face d'une PS5, et on ressent l'aspect console de ce genre de casque, puisque quand on se connecte sur l'Oculus Store, qui est l'équivalent de l'App Store sur le Vision Pro, il y a en majorité des jeux qui sont proposés, et ça c'est dû au fait que la gamme Quest, ça existe depuis des années, et que ça fait des années qu'on joue sur ces casques-là, et qu'il y a des jeux vraiment excellents qui sont proposés. Et Meta, depuis le Quest Pro et le Quest 3, ils accélèrent la cadence sur la réalité augmentée et proposent de plus en plus d'expériences de travail sur ordinateur spatial avec des écrans qui sont projetés devant soi. D'ailleurs, on peut projeter plusieurs écrans sur le MetaQuest 3, là où dans le Vision Pro, on est limité qu'à un seul moniteur d'un MacBook seulement, pas les iMac. Et si votre question c'est j'ai envie d'avoir une expérience VR exceptionnelle, eh bien, je sais pas lequel choisir. Prenez le MetaQuest 3, ça vous suffira amplement. Ça reste des produits qui, selon moi, sont faits pour un peu terminer au placard, quoi. Et Apple l'a bien identifié que ces produits sont faits pour terminer au placard, puisqu'ils sont pas orientés gaming, expérience, démonstration technologique. Ils l'ont vraiment marketé comme un produit du quotidien qu'on pourrait porter lorsqu'on garde ses enfants, qu'on pourrait porter lorsqu'on rentre dans un avion. Mais comme vous l'avez compris dans cette vidéo, c'est pas exactement là que nous emmène le produit au final. Et donc, dans les deux cas, je pense que ce sont des produits à usage occasionnel et pas quotidien en réalité. Donc si votre souhait c'est d'uniquement avoir une expérience VR un peu cool, le MetaQuest fait un super travail. Maintenant, si vous êtes passionné ou développeur même, je dirais, et que vous voulez bosser sur ce qui sera potentiellement le futur des casques VR, eh ben achetez-vous un Apple Vision et travaillez dessus pour en faire le futur casque indispensable à n'importe qui travaillerait. Pour le moment, on n'y est pas, mais il faut absolument que des développeurs l'achètent et travaillent dessus pour atteindre les promesses initiales du produit. J'irai même plus loin, Apple, en mettant le Vision Pro à 3500 $, c'était plus une démonstration technologique, qui peut le plus, peut le moins, et en fait c'est vrai que c'est assez facile de faire un produit exceptionnel techniquement parlant quand on n'a aucune contrainte budgétaire et qu'on n'a pas peur de ne pas en vendre beaucoup quand on est Apple et qu'on compte pas exactement sur les recettes du Vision Pro pour maintenir sa rentabilité dans l'année. Donc c'est parti qu'on prend les meilleurs écrans, c'est parti qu'on met des moteurs à l'intérieur du Vision Pro, qu'on utilise des matériaux premium, etc., etc. Et forcément, ça fait monter la facture, mais vous l'aurez compris, ça rend pas ce produit 7 fois mieux qu'un MetaQuest 3, qui pour le coup a un prix plus contenu, mais utilise des technologies franchement convaincantes également, et qui sur certains aspects finalement fait de meilleurs choix, qui allège le poids du casque, et même s'il a l'air plus gros et plus imposant que le Vision Pro. Ce qui va être intéressant de voir dans les futures années, parce que je pense pas que ce sera cette année, mais peut-être dans 2 ans, c'est de savoir si Apple va se lancer dans la production d'un Vision Pro 2 ou d'un Vision R, parce que c'est un peu étrange qu'ils aient commencé cette gamme avec directement un modèle Pro, c'est pas trop dans les habitudes d'Apple, et voir s'ils vont essayer d'aller dans la compétitivité au niveau des prix pour essayer d'en vendre. Parce que au-delà de la technologie folle qu'ils ont mis dedans qui fait monter le prix du casque, ils ont quand même développé une interface et tout un système qui utilise la puce M2 et la puce R1, qui fait que ce serait dommage de ne pas l'utiliser avec même des matériaux moins premium, quoi. D'ailleurs, choix justifiable mais étonnant de la part d'Apple, c'est de positionner ce casque presque anti-gaming. On peut juste jouer au jeu Apple Arcade dessus, puisqu'ils savent que ça peut être un frein à l'achat d'un Mac de ne pas pouvoir jouer dessus. Alors c'est étonnant qu'ils se soient pas dit mais vas-y, ça peut aussi être un frein à l'achat d'un Vision Pro qu'on ne puisse pas profiter des meilleurs jeux VR avec de telles technologies. Apple, allez-y quoi. Bref, voilà, ce test long sur le Vision Pro est terminé. Ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai au quotidien à côté de moi, ce Vision Pro, et que je l'utilise. Je vous ai donné un maximum d'avis et de détails critiques sur le produit, c'était le but de cette vidéo, hein. C'était de prendre le produit tel qu'il est, sans vouloir jouer le jeu d'Apple sur tous les sujets. Pour le moment, le produit n'est pas disponible en Europe à la vente, mais le produit est confirmé à la vente en Chine, et il y a pas mal d'indices qui nous laissent penser qu'il va arriver en France très prochainement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Frandroid si ce genre de vidéo vous plaît. Vous l'avez sûrement compris, on l'a tourné sur plusieurs jours pour pouvoir vous exposer un maximum de situations, et j'ai essayé d'être le plus objectif et construit possible sur la critique du produit. Si vous voulez en discuter avec nous, on se retrouve tous les jours sur Twitch en matinale et tous les jeudis soirs pour notre émission Unlock. Et c'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive la VR et vive Apple pour ce produit sympathique. Ciao!